Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi 21 mai. Des médaillés olympiques, des champions du monde, d'Europe, au rendez-vous dans le bassin du centre nautique Prince Albert II pour la première étape du Mare Nostrum. Parmi eux, Florent Manodou, le Français, médaillé d'argent sur 50 mètres nage libre aux Jeux de Tokyo, sera avec nous dans quelques instants. Connaissez-vous les SPAMI, les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne? Elles étaient au cœur d'un segment de haut niveau au musée océanographique qui a réuni de nombreux spécialistes et nous y étions. Et puis nous recevrons un auteur à succès. Douglas Kennedy est connu pour ses romans à suspense qui nous font également réfléchir sur la société actuelle. L'écrivain américain était de passage sur la Côte d'Azur et il a accepté notre invitation. Et enfin, vous saurez tout sur le 5e concours international de chef d'orchestre Yevgeny Svetlanov, concours qui aura lieu à Monaco à partir du 2 juin. Il nous attend près du bassin du centre nautique Prince Albert II. Florent Manodou a marqué l'histoire de la natation française. Champion olympique sur 50 mètres nage libre à Londres en 2012, vice-champion olympique à Rio en 2016. Il avait fait une pause dans sa carrière pour se consacrer au handball avant de revenir à ses premières amours. Un pari concluant puisqu'il a décroché l'argent à Tokyo. Il est aujourd'hui en principauté pour le meeting international de natation de Monte-Carlo et nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Florent Manodou. Bonsoir. Première question, comment vous vous sentez physiquement ? Plutôt fatigué, mais c'est la période qui veut ça. On a les championnats du monde du 18 au 25 juin, je crois. Donc c'est vraiment les derniers moments où on travaille dur. Après, on va commencer à relâcher un petit peu dans les 3 dernières semaines. Donc voilà, on arrive au bout d'un cycle où on est fatigué. Donc voilà, la compétition, le Mare Nostrum de Monaco et la fin de ce cycle et le début des repères pour les championnats du monde. Là, vous venez en voisin parce que vous vous entraînez à Antibes, même si vous êtes toujours licencié au Cercle des nageurs de Marseille. Hein. C'est ça, donc je suis venu avec ma voiture, j'ai la chance d'être sur la Côte d'Azur et de pouvoir venir à Monaco de temps en temps. J'étais d'ailleurs au Masters 1000 de Monaco il y a quelques semaines. Vous avez interviewé là-bas. Ouais, et je reviens la semaine prochaine pour le Grand Prix aussi. Alors pas de 50 mètres papillon pour vous à Monaco, seulement le 50 mètres nage libre. Ce 50 mètres nage libre s'annonce électrique, hein. Il y a de sérieux concurrents face à vous. Oui, il y a, je crois, 5 ou 6 nageurs qui étaient dans la finale olympique, donc 5 sur 8, c'est pas mal, il y a du gros niveau. Donc j'aime beaucoup la compète le Mare Nostrum de Monaco parce que c'est un tournoi de vitesse. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de 50 papillons, parce que j'ai envie d'aller le plus loin possible sur ce tournoi de vitesse. Donc si j'arrive au bout, ça me fera 5-50 mètres sur les 2 jours, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux. J'espère prendre des repères, peut-être nager sous les 22 secondes et voilà, et prendre du plaisir aussi dans ce beau bassin. Ouais, Fratus, Andrew, qui détient le meilleur chrono de l'année, c'est de sérieux concurrents. C'est vrai qu'il y a pas mal de concurrents, donc voilà, c'est le but. Hein. On fait des compétitions aussi pour se confronter aux meilleurs du monde. Il y en a quelques-uns qui sont là cet après-midi, demain, donc écoutez, on va aller le plus vite possible et on verra bien ce que ça donne. Vous parliez de l'ambiance tout à l'heure, elle est très bonne hein, à Monaco. Elle est bonne, c'est vrai que c'est une compétition assez historique. Il y a encore le record du meeting par exemple d'Alexander Popov sur 100 mètres en 48-20, je crois, 48-21. Donc c'est vrai que c'est un bassin où il s'est passé énormément de choses. Moi j'ai nagé pour la première fois ici en 2011, ça commence à faire un petit moment et j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le niveau qu'il y a aussi parce que c'est important. Florent, vous aviez fait une pause après les Jeux de Rio pour vous consacrer au handball avant de revenir à la natation. Ça a été un retour gagnant puisque vous avez décroché l'argent à Tokyo. Vous aviez besoin de ce break pour revenir plus fort, pour aborder la compétition d'une autre façon ? Oui, parce que j'avais pas forcément envie de continuer juste parce que j'étais bon et que c'était une suite logique. J'avais envie de prendre un break, de faire un sport qui me faisait du bien. J'étais arrivé au bout d'un cycle en natation, je voulais arrêter. Je pensais vraiment pas revenir, pour être honnête. Et le challenge a été plus fort que moi. Et je me suis dit, bah voilà, reprends, c'est un beau challenge. J'essaye d'aller décrocher une médaille à Tokyo, puis à Paris, j'espère aussi. Même si je vais commencer à me faire vieux, ça va être le but ultime. Vu encore, il reste encore un petit peu de temps. Mais oui, Paris, ça reste l'objectif principal, ouais. Confirmé. C'est l'objectif final. C'est dans 2 ans, c'est loin et proche en même temps. Je sais qu'il me reste 2 ans de carrière, j'espère.
si je me blesse pas, si tout se passe bien. Mais 2 ans, ça peut passer très très vite aussi. Donc voilà, l'objectif de faire les Jeux dans son pays, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça n'arrive pas à tous les sportifs, donc j'espère y participer, j'espère faire quelque chose de beau là-bas. Puis Florent, on a l'impression vraiment que vous prenez beaucoup plus de plaisir dans les bassins. Oui, parce que c'était un choix de revenir. Quand on commence, quand on est jeune, c'est vrai que c'est différent. On apprend à nager, puis on est bon, et on continue parce qu'on est bon, parce qu'on est des copains, mais on ne se pose pas vraiment la question de savoir si on aime ça. Et le fait d'avoir fait un break pendant 2 ans et demi m'a permis de me dire que j'aimais bien le nager, que j'aimais bien le challenge, que voilà, c'était des choses qui me plaisaient et que je voulais prendre du plaisir aussi dans ma pratique quotidienne, ce que j'arrive à faire maintenant. Donc ouais, le plaisir est mon moteur numéro 1 maintenant. Et on espère en tout cas que ce moteur vous permettra de performer ici à Monaco. Merci infiniment Florent Manodou d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On reste dans le sport avec vous, Yannick Debever. Bonsoir. Charles Leclerc a dominé les essais libres à Barcelone lors du Grand Prix d'Espagne. A-t-il confirmé lors des qualifications, Yannick ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. C'est une très belle confirmation pour Charles Leclerc qui a signé la 13e pole position de sa carrière ce samedi. Le leader du classement général s'élancera donc devant Verstappen et Sainz ce dimanche. Rendez-vous à 15h pour le départ de ce Grand Prix d'Espagne. Et ce Grand Prix d'Espagne a lieu une semaine avant le Grand Prix de Monaco. Vous teniez à nous partager cette information pratique pour les habitués du marché situé sur la place d'Armes, Yannick. Tout à fait, la mairie de Monaco indique que les maraîchers habituellement présents au marché de la Condamine seront transférés sur le haut de la rue des Açores, et ce du mardi 24 au lundi 30 mai inclus. D'un marché à l'autre, passons à celui de Monte-Carlo maintenant, qui a mis à l'honneur les produits corses. Ce samedi matin et jusqu'à 14h, charcuterie, fromage et autres vins de l'île de Beauté se sont installés au marché de Monte-Carlo, en plus des maraîchers habituellement présents. C'était une initiative de la mairie de Monaco dans sa volonté de redynamiser certains sites de la principauté. Merci Yannick. Parlons environnement à présent avec la première édition de la Spamidé. Il s'agit d'une journée pour mettre en valeur les aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne. Un segment de haut niveau s'est tenu au musée océanographique hier en présence du prince Albert II. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et d'Alexandra Marangoni. La Méditerranée compte à ce jour 39 aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne, que l'on appelle SPAMI en anglais ou ASPIM en français. Ces aires ont été établies par la Convention de Barcelone. Cet événement autour des ASPIM est une initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement et a été organisé par le Centre d'activité régional pour les aires spécialement protégées, en partenariat avec le musée océanographique et le secrétariat permanent de l'accord Pélagos. Le sanctuaire Pélagos fait d'ailleurs partie de ces aires protégées. Ce rendez-vous a réuni les gestionnaires de ces ASPIM, ainsi entre autres que les représentants des ministères de l'environnement méditerranéen. Cette première édition a été placée sous l'égide du prince Albert II. Je crois essentiel que tous les acteurs soient réunis et fassent le point de façon régulière, chaque année, ou même encore plus souvent que ça, pour non seulement faire des évaluations sur les aires marines protégées de Méditerranée qui existent déjà, celles qui sont en cours de formation et celles à définir pour le futur, parce que nous devons toujours tendre vers un accroissement d'aires marines protégées, que ce soit en Méditerranée ou sur toutes les mers du monde. Plusieurs thèmes ont été abordés durant cette journée, comme par exemple la gestion effective et durable des ASPIM, l'équilibre entre la conservation des écosystèmes et le développement local, ainsi entre autres que les programmes de jumelage. La première édition de la journée de l'ASPIM vient à un moment crucial où les signataires de la Convention de Barcelone se sont engagés à atteindre 30% de protection d'ici 2030 pour les aires marines et côtières protégées. C'est tout à fait envisageable et c'est même nécessaire parce que les études scientifiques qui ont été menées à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale sur la Méditerranée ont montré que l'état de la biodiversité marine est en dégradation et on est en perte de diversité biologique. Il faut que d'ici 2030, il faut qu'on fasse ces 30% pour qu'on puisse renverser la tendance et rattraper les choses avant la situation avant qu'elle ne soit irréversible.
La journée des ASPIM a été adoptée par 21 pays méditerranéens et l'Union européenne lors de la COP22. Il existe donc 39 ASPIM, l'équivalent en résumé de super aires marines protégées. 6 viennent de la France, comme l'archipel des Ambiers ou encore le parc national des Calanques. D'autres sont des aires du Maghreb, d'Espagne, de Chypre, d'Italie, d'Espagne, de Slovénie, d'Albanie ou encore du Liban. Chacun de ses livres est un best-seller. Douglas Kennedy est un auteur à succès. Il manie le suspense et les situations inattendues à la perfection, avec toujours une réflexion sur la société actuelle. Le plus francophile des écrivains américains était de passage sur la Côte d'Azur ce week-end pour rencontrer son public et participer au Monaco Press Club. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Douglas Kennedy. Bonsoir, ravi d'être chez vous. Et dans cet endroit magnifique. Ravi de vous avoir sur notre antenne également. Les hommes ont peur de la lumière, c'est le titre de votre dernier livre. Il est présenté comme un livre choc. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est un livre très actuel, c'est un roman noir. L'action se déroule à Los Angeles, mais ce n'est pas un Los Angeles des plages ou des piscines. C'est un Los Angeles de la classe moyenne sous les yeux d'un chauffeur d'Uber. Et franchement, en fait, on peut le lire comme un roman noir, mais aussi comme une histoire familiale, mais aussi comme, en fait, franchement, un roman très actuel au sujet, en fait, des divisions dans la société américaine, mais dans toutes les sociétés aujourd'hui. Et un des sujets centraux du roman, c'est l'avortement. Oui, parce que dans ce roman, vous pointez du doigt les dérives de la société américaine. L'avortement, il en est grandement question actuellement aux États-Unis. C'est pas terrible, en fait. C'est difficile d'imaginer qu'on est en 2022 et la question d'avortement est soudainement pertinente. C'est sûr qu'à la fin de l'été, en fait, la loi fédérale pour garantir le droit d'avortement sera dans le passé. Et ça, c'est pas terrible. Et ça va créer une grande division chez nous aux États-Unis. Mais en fait, on est au milieu d'une guerre culturelle depuis 40 ans aux États-Unis et voici le résultat. Au-delà de l'intrigue, du suspense qu'il y a dans vos livres, vous nous emmenez à chaque fois au questionnement, que cela soit là sur l'Amérique, les relations hommes-femmes, l'humanité. Vous nous entraînez réellement à la réflexion sur notre monde. C'est ça qui fait la force de vos romans, Douglas Kennedy ? Le truc pour moi, j'adore le fait qu'il y a des universitaires de Sciences Po et Paris 4 qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Et je pense que ça, c'est superbe. J'écris, en fait, des romans, en fait, très accessibles, avec un style où on va tourner des pages. Et on sera, j'espère, transporté par la narration. En même temps, en fait, oui, je fais des critiques sociales et beaucoup de réflexions au sujet de la vie et surtout au sujet du couple et la famille, parce que tout le monde commence dans une famille, c'est central de la littérature occidentale depuis les Grecs. Et donc, j'aime le fait que, en fait, je peux mélanger beaucoup de choses et d'être accessible mais sérieux en même temps. Mais c'est ça qui guide votre plume, votre écriture, votre inspiration ? Pour moi, c'est des inquiétudes modernes. Même si quand j'écris des choses historiques, en fait, c'est toujours des inquiétudes modernes. Et il y a beaucoup d'inquiétudes modernes. Chaque époque a eu des inquiétudes. Ce n'est pas comme seulement maintenant on vit pendant une période horrible. Il y a des choses très difficiles maintenant, surtout après le Covid, surtout avec une guerre en Europe maintenant, surtout avec l'ombre en fait d'extrême droite partout. Mais en même temps, en fait, dans le roman aussi, il y a des choses optimistes. En fait, la relation entre Brendan et sa fille, par exemple, l'amitié qui développe entre Brendan et un de ses clientes, et elle est en fait la deuxième personnage principal du roman, Elise, qui est une ex-universitaire qui a fait la retraite et maintenant elle travaille dans une clinique d'avortement. Et donc, en fait, comme un écrivain, et surtout une écrivaine américaine, je suis fasciné par la contradiction moderne, surtout aux États-Unis, mais partout. Mais en même temps, en fait, des valeurs humanistes sont centrales pour moi. Les hommes ont peur de la lumière est votre 25e roman. S'il fallait choisir un livre parmi tous les ouvrages que vous avez écrits, lequel serait-il ?
Oh non, non. Ça Désolé. serait trop dur? Non. J'ai 2 enfants. Je n'ai pas un enfant préféré. J'ai 25 livres. Je n'ai pas un livre préféré. Si on dit ça, ça va dévaloriser en fait des autres. Chacun a son histoire. Oui, je vais dire quelque chose. Je n'ai jamais écrit un roman qui est un échec. Et aussi le fait que mon œuvre est hyper différente. Je change tout le temps. Le roman avant, en fait, Les Hommes au Père de la Lumière, Isabelle l'après-midi, c'est une histoire de 5 à 7 qui dure 35 ans, avec beaucoup de questions au sujet de la fidélité, du couple, la passion. C'est complètement différent que, en fait, les hommes. Et aussi, en fait, j'écris aussi pour des enfants. J'ai écrit, en fait, 3 livres illustrés par le grand Johann Svar. Et le sujet, c'est un enfant autiste, à Fontenay-sous-Bois, avec un pouvoir magique. Donc, j'aime le fait que je change tout le temps. Et créativement, je suis un schizophrène. Eh bien, merci beaucoup, Douglas Kennedy, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous sur Monaco Info, avec un français parfait. Oh, merci. Ça, c'est d'après beaucoup d'années, des leçons privées et beaucoup de petites amies françaises. Merci beaucoup. Merci à vous. On retrouve Yannick Debeuvert pour un nouveau point sur l'actualité en principauté. Yannick, le ministre d'État Pierre Dartout a entamé hier une série de visites dans les entreprises monégasques. Première étape, l'imprimerie graphique service. L'objectif de ce déplacement est de marquer l'attachement du gouvernement au maintien d'une industrie d'excellence et de savoir-faire en principauté. Lors de cette visite, le ministre d'État en a profité pour souligner la contribution de Graphic Service aux efforts fournis par les entreprises monégasques lors de la récente crise sanitaire. Solidarité à présent, souvenez-vous, les institutions culturelles monégasques s'étaient rapidement mobilisées en faveur du peuple ukrainien, et ce, dès le début du conflit qui l'oppose à la Russie. Elles ont effectivement décidé d'unir leurs forces et se sont mobilisées à travers différentes actions. Il avait été décidé que la recette de plusieurs manifestations soit remise à la Croix-Rouge monégasque. Ce vendredi, les représentants de ces institutions se sont réunis pour un point d'étape. On écoute à ce sujet le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, qui a coordonné cette initiative. Toutes les entités culturelles ont décidé d'offrir un spectacle. Donc il était évident que de s'unir et donner davantage de force et de contribution pour cette aide qui va aller soit vers des artistes, soit en faveur de la protection du patrimoine et notamment des musées grâce à l'aide également du nouveau musée national. Donc c'était une volonté de chacun de se réunir aujourd'hui et de contribuer à l'aide culturelle aussi d'un pays en guerre, c'est très important. Il y a encore le Grimaldi Forum qui offre l'intégralité d'une recette. Donc on aura le montant exact, mais qui sera à chaque fois d'une salle complète parce que tout le monde a répondu présent également du côté du public. Et la dernière représentation aura donc lieu le 10 juin au Grimaldi Forum. Il s'agit du spectacle de cirque et de danse Myland. Et plus largement, Frédéric Platini a annoncé qu'1 700 000 € ont d'ores et déjà été récoltés par la Croix-Rouge monégasque dans le cadre de l'appel aux dons suite au conflit en Ukraine. Dans un tout autre domaine, à la veille de la Journée internationale de la biodiversité, une éco-rando a été organisée ce matin, Yannick. Organisée par Decathlon et l'association Stand Up for the Planet, les éco-randonneurs sont allés se promener sur le littoral de Cap-d'Aille ce samedi matin. Armés d'un sac poubelle et de gants, leur mission était de ramasser tout ce qui peut polluer. Une randonnée sous le soleil qui permet de profiter de notre magnifique environnement tout en le lui rendant. Pour prolonger l'action écologique ce week-end, sachez que la Croix-Rouge monégasque organise un Cleaning Day sur le port Hercule ce dimanche entre 10h et midi. C'est noté, merci Yannick, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Mais avant cela, intéressons-nous à cet événement qui honore l'un des plus grands chefs d'orchestre disparus il y a 20 ans maintenant. Le 5e concours international de chefs d'orchestre Yevgeny Svetlanov débutera le 2 juin prochain à l'Auditorium Régnier 3. Il est organisé en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Fabien Bounia vous présente ce concours de prestige sur des images de Sylvain Péroumal. Ils étaient au départ 330 à avoir déposé une candidature. Des chefs d'orchestre âgés de 21 à 40 ans provenant de 50 pays.
Au final, 18 d'entre eux ont été sélectionnés et seront en compétition du 2 au 5 juin avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo comme acteur principal. Ils viennent entre autres du Japon, des États-Unis, d'Ukraine, de Lettonie, d'Israël ou encore par exemple du Venezuela. Le 5e concours international de chef d'orchestre Evgeny Svetlanov, en hommage à ce grand chef d'orchestre russe du XXe siècle, se déroulera pour la première fois à Monaco, à l'Auditorium Régnier III. L'objectif, c'est d'abord révéler les plus talentueux. Ça, c'est la première phase. Mais l'essentiel, c'est de les accompagner sur ce long chemin qui est très, très compliqué pour des chefs d'orchestre, pour qu'ils puissent accéder sur les scènes internationales, être invités par d'autres orchestres qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux, nos orchestres partenaires, de leur ouvrir cette chance, cette possibilité d'être non seulement acceptés, reconnus, mais aussi aimés par un public de plus en plus nombreux. Pendant les épreuves à tour de rôle, les chefs en compétition devront diriger l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ça sera pratiquement comme un concert, mais tout de même, c'est pas un concert puisqu'il faut se rendre compte du fait qu'ils n'auront pas répété. Ils ne répètent pas. Donc, c'est passionnant de voir le résultat qui ressort lors justement de cette dernière épreuve. Passionnant, très compliqué. Ce concours de chef d'orchestre se déroulera sur 4 jours avec des épreuves éliminatoires. À l'issue, le dimanche 5 juin, les 7 membres du jury, dont Kazuki Yamada, délivreront le palmarès avec des récompenses, 35 000 € au total, dont 20 000 € pour le vainqueur, sans oublier un prix spécial de l'orchestre et un prix spécial du jury. Et sachez que l'épreuve finale de ce concours qui aura lieu le dimanche 5 juin à l'Auditorium Régnier III sera ouverte au public de 14h à 21h. On termine cette édition avec vous, Yannick de Beuvert. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de dimanche, Yannick ? Le matin, quelques nuages viendront charger le ciel monégasque avant de se dissiper dans l'après-midi et laisser le soleil s'exprimer. Côté température, il fera entre 18 et 25 degrés au cours de la journée. Ce dimanche 22 mai, nous fêtons la Sainte-Émile. Et ce sera également l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire au double champion du Masters de Monte-Carlo, Novak Djokovic. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. On referme ce journal en images avec les photos de Manuel Vitali qui est allé se balader dans le paddock à quelques jours du Grand Prix de Monaco, événement que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info, tout comme la deuxième journée du Mare Nostrum. N'oubliez pas justement ce rendez-vous demain à 17h sur notre antenne. Excellente soirée à tous et à demain pour le best-of de la semaine.